La deuxième partie sera plus axée sur les solutions par rapport aux problèmes qu'on va dire aujourd'hui. Alors, je vais donc donner la première question. Oui. Ok. Ben, monsieur Ndongueaï, s'il vous plaît. Désolé. On prend au pif M. Ndongueaï qui est le conseiller du chef de l'État en matière de sport, voilà, qui prend la place. Ça marche? Vous allez bien? Bonjour. Je vais vous poser, comme vous venez d'arriver, je vais vous poser la question. Quel est pour vous, est-ce que vous pouvez donner une grande image à peu près du sport sénégalais actuellement, et aussi quels sont les problèmes, les majeurs problèmes qu'on a actuellement dans ce sport sénégalais? D'abord, je profite de l'occasion comme mon frère pour vous remercier, ensuite saluer nos victoires qui est une victoire sportive. J'en profiter pour saluer aussi et rendre hommage aux grands champions qui sont parmi nous. Je ne les connais pas tous, mais j'en connais quelques-uns ou quelques-unes. Mbappé Thiam, qui est championne du monde. Et saluer le monde sportif, Fatou, qui est absolument une figure emblématique aujourd'hui du sport sénégalais, parce que portant la communication sportive à un très haut niveau. Je serai plutôt le rechercheur de solutions, parce que ma position me demande pas de dire les problèmes, mais de chercher des solutions. Mais ce qui est important par rapport à la fin de votre présentation et à l'état actuel du sport sénégalais et du sport africain, je pense qu'il faut quand même qu'on ait l'habitude, nous aussi, dans les panels comme celui-là, qu'on ait l'habitude de s'ouvrir, de généraliser en Afrique, parce que je pense que pas mal d'étudiants ne sont pas que, nous n'avons que des étudiants sénégalais, il y a d'autres étudiants et d'autres nationalités, mais aussi les problèmes c'est presque les mêmes. C'est-à-dire que le problème sénégalais est le même que le problème camerounais, est le même presque que le problème ivoirien. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a presque les mêmes problèmes sur le sport. Et je pense que le plus grand problème, c'est un problème psychologique d'abord. Psychologique. Avant d'en venir à l'état de nos infrastructures, au gap infrastructurel que nous devons vraiment réduire, il est important de résorber ce gap psychologique. C'est-à-dire qu'en Afrique, aujourd'hui, on n'a pas encore franchi, on n'a pas encore fait ce qu'on appelle la transition sportive. On a fait la transition numérique, tout le monde sait que maintenant il est important, on ne peut plus réagir comme on faisait, parce que le numérique a pris une autre dimension, on a organisé la transition numérique et tout le monde le sait. La transition culturelle est en train de s'organiser. Mais la transition sportive n'est pas encore organisée. Ce que je veux dire par là, c'est d'abord la compréhension des nouveaux enjeux du sport. Aujourd'hui, le sport ne peut pas être vu comme on le voyait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Le sport est devenu une source d'économie, un business qu'il faut regarder en tant que tel. On ne peut plus le voir comme ce qu'on faisait, ce qu'on doit faire après avoir fait les choses importantes. C'est une partie des choses très importantes qu'il faut donner sa place dans la société, dans la nomenclature gouvernementale, dans les faits de tous les jours. Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, Fatou peut témoigner que nous sommes en train de vouloir construire un grand stade. Le risque, par exemple, aujourd'hui, sur le plan politico-social, c'est de faire comprendre aux Sénégalais que c'est aussi important que de construire un hôpital. Les gens croient qu'on doit construire un stade après avoir doté de toutes les régions du Sénégal d'un hôpital, d'un centre de santé, de toutes les écoles, que le stade n'est pas une urgence. Maintenant, nous tous, que ce soit les élèves, que ce soit les journalistes, que ce soit les panélistes, que ce soit les professeurs comme vous, nous avons l'obligation
d'encourager la transition, pour que les gens comprennent que le sport, c'est comme une économie. C'est construire la faculté, une faculté des sciences aujourd'hui à Princeton. Il y a une tendance qui veut qu'on construise une faculté des sciences sportives. C'est-à-dire que le sport est devenu maintenant une science dans la recherche de la performance, mais une science aussi dans la recherche de la participation aux efforts socio-économiques. Le sport est devenu maintenant une source d'économie, créatrice d'emplois, créatrice de revenus. Le sport fait partie maintenant de ce qu'il faut faire pour développer. C'est cette transition d'abord qui est le premier problème qu'il faut résoudre pour que les populations puissent comprendre l'urgence du travail dans le sport. Maintenant, les problèmes qui sont dans le sport sénégalais, c'est les problèmes de l'Afrique, c'est les infrastructures. Il y a un camp énorme, on en a fait, mais il en reste énormément à faire. La formation à la base, en faire construire une nation sportive où le sport devient une routine et à la porte de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui peuvent jouer, il faut jouer au gazon seulement si tu fais partie de l'élite. Le jeune qui se forme, le jeune qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, n'a pas encore accès à un gazon normal pour pouvoir apprendre à jouer. Tout ça, c'est des problèmes. Et je pense que les journalistes qui sont là, spécialement en Patou, peuvent encore davantage en parler. Mais pour l'instant, je crois que c'est un bon début sur lequel... Je vais rebondir sur ça. Donc, vous, femmes de médias qui voyagez énormément avec vos éditions, vous voyez, donc vous participez à médiatiser le sport sénégalais, mais par votre expérience à l'international, quel est pour vous le principal problème du sport sénégalais? Merci Kevin, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité à ce panel. Alors, je pense que ce serait difficile de pointer du doigt un seul problème du sport sénégalais. Vous avez dit, effectivement, moi je suis journaliste, donc je suis sur le terrain et à travers mes voyages, mais aussi à travers les reportages que je fais ici au Sénégal, j'ai des points de comparaison très rapidement. Donc peut-être pour commencer, je vais juste vous donner une petite anecdote pour vous montrer un peu la différence à tous les niveaux. Pour le football que je connais particulièrement, les gaps sont importants par rapport à ce qui se fait à l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. Hier, je faisais un reportage sur un joueur de football sénégalais qui évolue à l'AS Pikine, donc qui s'entraîne à la salle Bigot, qui finit son entraînement. Donc on l'a suivi, on s'est donné rendez-vous à la salle Bigot pour faire un peu l'entraînement et autres, pour parler de lui. Et on finit l'entraînement, on a dû se taper peut-être 40 minutes, parce qu'il habitait à Boune. Boune Pikine, c'est à peu près 40 minutes. Donc moi je t'ai véhiculé, je l'ai pris, on est parti. Et donc quand on a fini de faire le reportage, je lui pose la question, je lui dis tu fais ce trajet tous les jours? Je dis oui. Il me dit oui. Je dis comment tu fais? Il me dit je prends le bus. C'est 51, donc quand ça va je fais 40 minutes et quand c'est très long je fais 1 heure. Donc quand il doit s'entraîner le matin à 10h, il faut qu'il quitte à 8h. Et parfois en fait il lui arrive de venir s'entraîner le matin, de rentrer chez lui dans la journée et de repartir pour le regroupement. Et donc à la fin il me disait pour moi être joueur professionnel au Sénégal, entre guillemets, c'est un mirage. Puisque quand je reçois mon salaire, voilà, je gère d'abord mon transport. Il faut que j'assure le transport. Tout le reste c'est du bonus. Donc voilà. Tu ne vas jamais voir un joueur professionnel européen. Ça manque de professionnalisme. Qui prend. Non, mais c'est pas que ça manque de professionnalisme, mais ce sont les réalités de notre football. Aujourd'hui, il faut poser la question à un professionnel, entre guillemets. Et encore, pour moi, c'est même pas les appeler des professionnels, c'est peut-être des semi-professionnels ou semi-amateurs. Il faut poser la question à un joueur professionnel sénégalais, combien tu gagnes par mois? Ça va osciller peut-être pour la moyenne entre 100, 150 euros. Peut-être les plus lotis, les mieux lotis vont avoir 300 000, 400 000, 500 000. Et ce sont vraiment ceux qui sont au top et qui se font arracher par les différents clubs. Donc pour moi, ça c'est une réalité. Autre réalité qui rejoint celle que je viens de nommer, les équipes s'entraînent les unes après les autres sur le même stade.
Chaque équipe loue le terrain à raison de 2 heures de temps par jour. Tu finis, il y a un groupe qui attend derrière qui doit prendre la place. Quand vous êtes des performeurs de haut niveau, vous savez que vous avez besoin d'infrastructures à tout moment. Vous avez le Real qui a son chance, le Barça, etc., etc. Le joueur qui a fini le travail encore, c'est l'envie de faire des coups francs, des pénaltys, des centres. Je veux dire, le temps et la disponibilité de l'infrastructure sont notre point qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, nous avons des problèmes de performance. Après, je pense que dans le sport en général, en Afrique ou au Sénégal, ce n'est pas le talent qui manque. Mais un travail en amont qui doit se faire. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la Liga, pour prendre un peu l'exemple que vous venez de montrer. Bon, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment la Liga en est arrivée à ce niveau? Jusqu'à ce que tous les pays du monde veuillent regarder ce championnat, veuillent regarder ces stars. Quel a été le travail fait par les clubs en amont? Quel a été le soutien de l'État? Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu un business rentable? Ça, je pense que c'est la seconde partie où on reviendra sur les solutions. Moi, je veux vraiment rester sur la première partie, sur les problèmes. Tous ces problèmes que vous venez d'énumérer, c'est dû à quoi? Qui est, entre guillemets, responsable de ces problèmes? Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce qu'il y a... Parce que je pense honnêtement que l'argent, par exemple en football, oui, il y en a, mais pour un autre sport, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à de la corruption? Où les dirigeants ne sont pas bien formés? Ou ne sont pas formés du tout? Ou c'est pas les bonnes personnes au bon endroit? Je pense que ce n'est pas du tout lié à la corruption. Il ne faut pas oublier tout simplement que quand même nous sommes un pays en voie de développement. Aujourd'hui, comme le disait tout de suite Nango, construire un stade, c'est une hérésie pour les populations. Parce qu'elles considèrent qu'il faut d'abord, d'ailleurs vous entendez, pour ne pas citer Giancarlo, il y a un de nos producteurs qui disait toujours pourquoi même nos équipes vont en Coupe d'Afrique des Nations. On leur met un budget à disposition des milliards pour qu'ils aillent voyager, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Il y a le problème de l'éducation, trop d'étudiants dans les universités, le problème de la santé, les gens qui ne se soignent pas comme ils veulent. Donc aujourd'hui, en fait, pour nous, tout est urgence, tout est prioritaire. Donc le sport passe un peu en dernier. On est en train de se battre pour avoir 1% du budget national par rapport à tout ce dont on parle. Les équipes nationales, les performances, les Jeux Olympiques, les compétitions. Et pour ça, l'État même en tant que tel doit se battre. Moi, je pense que je n'incriminerai personne par rapport à la situation. C'est une situation qui est là. Mais il faut changer la dialectique, il faut changer le paradigme. Comme il disait Nango, sur ce point, je suis d'accord avec lui. C'est un travail aussi sur la mentalité des populations. Aujourd'hui, certains ont dit que ce n'était pas normal qu'on accueille l'Afro-Basket, qu'on mette des milliards dans l'aréna, alors qu'à ce moment-là, il y avait une sorte de cohésion dans notre pays. 15 000 personnes se sont rendues à l'aréna, des jeunes qui peut-être n'auraient jamais eu l'occasion de regarder une finale de l'Afro-Basket. Donc aujourd'hui, c'est une question de mentalité, mais aussi il faut faire un état des lieux, en n'incriminant pas forcément l'État ou les clubs ou les dirigeants, parce qu'aujourd'hui, les dirigeants, la plupart en tout cas dans le foot, mettent de leur poche pour que les choses se mettent en place, en parlant de la Ligue Pro en particulièrement. Donc il y a beaucoup de problèmes en fait. C'est difficile d'en spécifier un, mais voilà. Je voudrais avoir l'avis de Aliou. Il n'est pas là? Problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Oui, de son côté. Pas de souci. Votre point de vue dessus? Oui, sur ça, je pense que Fatou a bien cerné le problème. S'il y a un coupable, c'est nous tous, c'est la société, c'est nous tous. Hein? Je pense que l'État a sa responsabilité. Il ne faut pas fuir derrière ses responsabilités. Mais je pense aussi, comme je l'ai dit au départ, c'est un problème sociétal. Il faut comprendre le sport autrement. Aujourd'hui, si on reste dans la même considération du sport, c'est impossible d'avancer. Il faut impérativement qu'on change the way of thinking, la façon de penser le sport. On ne peut plus considérer le sport comme étant la chose qu'il faut faire après avoir fait des choses importantes. C'est une partie des choses importantes. Mais je pense que en arriver à une compréhension aussi que le partage des responsabilités demande aussi la responsabilisation
personnel des acteurs du sport. C'est important. Aujourd'hui, nous croyons que tous les problèmes des infrastructures, c'est l'État qui doit faire tout. C'est comme ça ici au Sénégal, comme ça marche. Presque un peu en Afrique. C'est comme ça que ça marche. Tous les problèmes, c'est l'État. Toutes les solutions doivent venir de l'État. Mais je pense que si on arrive là aussi, si on ne change pas cette façon de concevoir les choses, on n'y arrivera pas. Le sport est à 90% privé. Il faut le comprendre. Parce que si nous allons vers une professionnalisation du sport, l'État doit mettre à disposition les facilités, les possibilités de construire un stade, les possibilités. Mais quand même, il faut savoir que nous avons l'obligation d'aller vers des grands clubs. Des clubs qui peuvent faire quelque chose. Je pense que ça, c'est une idée personnelle que j'ai toujours défendue, qui n'a pas encore trouvé d'adhérents. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons la promotion, spécialement au Sénégal, de petits clubs. De clubs qui ne peuvent pas générer de revenus. Il faut impérativement penser à développer de grands clubs qui ont suffisamment de territoires géographiques d'abord. C'est ce que j'appelle dans la thèse que je suis en train de faire à l'Université de Dakar, c'est la territorialisation du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons aller vers de grands clubs comme le TP Mazembe, qui, par exemple, occupent un territoire, mais occupent une économie. Les grands clubs comme le club de Rades, comme le club africain, qui a toute la banlieue tunisienne, le club de Al-Ahli, qui a le centre du Caire, des clubs qui sont géographiquement bien ancrés dans les territoires et qui ont des économies qu'il faut développer. Et je pense que ça, c'est la responsabilité bien sûr de l'État qui doit les encourager dans ce sens, mais aussi c'est une responsabilité individuelle des acteurs du sport qui doivent travailler à construire des grandes entreprises sportives. Mais aujourd'hui, si on ne le fait pas, on continue à se pointer les doigts, mais il est important qu'on aille vers vraiment un véritable business du sport, des investissements dans le domaine sportif, mais qui prennent en charge les territoires et qui prennent en charge des grands ensembles de sport. Ok, super. Je pense que là, on a bien fait on a bien identifié quels étaient les problèmes liés au... Oui. Bon, là, moi, il y a un souci quand même que j'ai. C'est vrai que tout à l'heure, dans l'introduction, je disais qu'effectivement, on ne peut pas incriminer l'État. Mais aujourd'hui aussi, il y a un gros souci, c'est quelle est la volonté politique de l'État pour aider ces entrepreneurs privés. Parce que comme vous dites, aujourd'hui, le sport, ce n'est pas que l'État. Voilà, il faut essayer de trouver un pont entre le partenariat privé et public. D'abord au niveau des collectivités locales, qui peuvent aller démarcher aussi, trouver des partenariats pour, voilà, avec des pays occidentaux. Mais aujourd'hui, tous les clubs, et le président de la Fédération sénégalaise de football, pas plus tard qu'il y a 3 jours, il a confirmé, les clubs sont laissés à eux-mêmes. Et là, vous êtes là en tant que conseiller aussi de l'État. C'est l'occasion. C'est-à-dire, tout le monde sait que il y a des clubs qui ont de la volonté, qui mettent de leur poche. Aujourd'hui, par rapport à la ligue professionnelle, on veut nous faire croire que oui, c'est une structure privée. Les pays que vous venez de citer, l'Égypte, le Maroc, l'État, à un moment donné, a dû mettre de sa poche pour aider les clubs à s'envoler, exonération fiscale. Et pourtant, on en parle depuis presque 10 ans, mais on ne voit pas les gestes de l'État. Et ça, c'est un problème. Il y a un problème d'infrastructure que vous devez résorber, mais le soutien aux clubs financièrement pour qu'ils puissent être assez autonomes, garder leurs joueurs sur place, pouvoir faire des clubs forts. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi aussi nos clubs ne sont pas forts? Parce que sur le plan sportif, c'est un yo-yo. Un club qui est champion du Sénégal cette année, qui descend en seconde division l'année d'après, c'est un problème. C'est parce qu'il n'a pas pu garder ses joueurs qui sont partis monnayer leur talent un peu partout. Et c'est là où aussi l'État est interpellé. C'est-à-dire qu'il y a un manque pour moi de soutien clair et constant. D'accord, c'est la journaliste. Hein. Ah oui, il fallait s'y attendre un peu, quoi. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre un peu. Mais je comprends, hein, je comprends. Je ne dirais pas aussi.
moi, je crois que je suis sportif d'abord. J'ai l'honneur de travailler pour un État, mais je garde ma sportivité qui me donne aussi la possibilité de voir les choses et de les voir comme elles sont. Je ne prônerai jamais et je ne dirai jamais que les choses sont parfaites, que les relations qui devraient exister entre les clubs et l'État sont au beau fixe. Cependant, je pense qu'il nous faut un travail dans ça. Je pense que la proposition peut venir de l'État, bien sûr, l'accompagnement peut venir de l'État, mais je pense qu'il faut quand même un travail dans ça. Aujourd'hui, le problème qui se pose dans le club sénégalais, est-ce que c'est dit là où ça doit être? Est-ce que des propositions ont été faites? Est-ce que aujourd'hui c'est quand même difficile de demander à un État en voie de développement de financer le DRAF, la JA, le Djabar et tout ça? Je pense que c'est quand même trop demandé. Mais il y a un minimum à faire. Je suis parfaitement d'accord, il y a un minimum à faire. C'est l'accompagnement d'abord aujourd'hui sur l'octroi des terrains aux clubs pour que les clubs cherchent des investissements, puissent avoir des infrastructures à eux-mêmes. Mais l'État peut faire jusqu'à quelque part, mais ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, il faut que les clubs réfléchissent en tant que business, posent les jalons d'un business, vraiment demandent l'accompagnement possible de l'État. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de raison que l'État ne puisse pas les accompagner dans la mesure du possible. Mais il faut comprendre que la responsabilité maintenant, c'est d'abord à l'entrepreneur, c'est lui qui a la responsabilité de demander à certains gens d'adhérer à un club. Parce qu'un club, c'est pas un décret qui crée un club. C'est des individus qui se retrouvent ensemble, liés par une situation géographique, un désir de former un club, qui forme une association, qui devient un club. Et ça, pour le rendre profitable, pour le rendre émergent, il est important de poser les jalons d'un business pour qu'il y ait rentabilité, pour que l'État puisse venir et accompagner. Je pense que nous avons nos responsabilités, c'est sûr que nous devons encore faire plus, mais il est important aussi que le club lui-même fasse des propositions pour qu'on puisse ensemble faire. Juste pour rebondir sur ceci, la solution si vous m'avez demandé comment la Liga a fait pour les clubs, la solution d'un État aide plusieurs clubs financièrement, c'est une solution très court-termiste. Pourquoi? Parce que, l'État ou le gouvernement, si après 5 ans, il change, ou ferme les tuyaux, les clubs n'ont plus d'argent. Et on se retrouve dans le même problème. À la Liga, ça s'est déjà passé. L'État espagnol aidait le Barça et les Real de Madrid. Même à un moment, bien sûr. Il faut comprendre, et c'est là où je vous rejoins, c'est que comment fonctionne un club actuellement en 2020. Un club est une entreprise. Et où c'est intéressant de comprendre le rôle de l'État, c'est quels sont les revenus d'un club. La billetterie. Donc moi, on va au stade, on va voir le match. Moi, je vais acheter mon maillot de mon club préféré, mon écharpe, super intéressant. Le sponsoring, je vais aller chez Orange, ils vont me sponsoriser mon maillot, voilà, c'est super. Mais le troisième point, qui est le point le plus important, c'est les droits TV. C'est ça le plus important. Les droits TV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'entrepreneur d'un club, si je me focus juste sur ces 4 points-là, il n'y a aucun moment l'État a intervenu. Aucun moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, que le président change dans 3-4 ans ou qui dit un jour oui je vais mettre de l'argent, pour moi c'est que du bonus. Mais actuellement, moi ce que je pense par rapport au Sénégal, c'est que si l'État doit intervenir, c'est par exemple, il a une chaîne nationale, c'est la TFM la chaîne nationale. Excusez-moi. L'État, ce qu'il peut faire, avec la RTS, c'est dire, ben voilà, nous, cette année, on va mettre un peu plus d'argent pour acheter les droits TV du championnat, et on va retransmettre le championnat à la télé.
Mais ça, en fait, c'est pas, parce que c'est le deuxième point de se dire, c'est que chaque investissement doit ramener de l'argent. Si c'est moi, en tant que président, je dis, ben voilà, j'investis de l'argent dans les droits TV, cet argent-là et les droits TV, je peux dire que ben voilà, je touche une certaine audience, je vais aller chez Orange et je leur dis, mais regardez, quand on retransmet un match, on touche 1 million de personnes. Vous, Orange, donnez-moi tel montant parce qu'on va vous mettre la pub juste avant le match. Ou on va dire à une autre entreprise, à la mi-temps, vous pouvez passer votre pub. Et c'est là où en fait, c'est ce que nous on dit à la Liga, c'est créer un cercle vertueux. C'est investir de l'argent qui va après générer de l'argent, qui va ensuite et ainsi de suite. C'est ça. Et les clubs derrière, c'est là où l'argent de l'État intervient, c'est que par les droits TV, ben, les clubs pourront garder leurs joueurs parce qu'ils auront plus d'argent pour payer leur salaire. Et on est en position de force par rapport aux clubs dits européens, c'est de se dire, ben voilà, nos joueurs maintenant, on les paye bien, ils veulent rester. Si vous voulez qu'ils partent, il faut mettre plus. Et donc là, il y a de l'argent des transferts qui va augmenter. Donc c'est ça qu'il faut se dire. C'est, comme je disais, il faut regarder, et c'est important d'avoir des formations comme celle qu'on va avoir avec l'ISM et la Liga Business School, c'est de comprendre le fonctionnement du business. C'est ça qui est le point. C'est pas juste dire, je termine juste, c'est pas juste se dire, il n'y a pas d'argent, l'État doit mettre de l'argent, non, c'est dire où mettre l'argent pour qu'on enclenche le système, pour que ce cercle vertueux fonctionne. Je pourrais aller au fond des choses, je vais donner un exemple concret. Je pense qu'il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de tenir un forum avec l'AS Pikine, qui pour moi est un club particulier. Je ne sais pas s'il y a des fans ou des gens qui habitent Pikine ici. Mais c'est un club particulier parce que la vision même d'un club fort, l'AS Pikine a les fondements d'un club qui doit être bon et fort. Parce que ce qui est difficile dans nos... Parce qu'aujourd'hui, si on parle des clubs qui dépendent d'une personne, l'AS Pikine pourrait sortir de ce lot. Parce que l'AS Pikine a une base affective. C'est une association qui habite vraiment un terrain géographique bien déterminé. La ville de Pikine comprend 150 000 maisons. 150 000. Au moins, si on arrivait à trouver les moyens, si le travail du club, par exemple, faire un business plan, travailler en amont. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il nous faut quand même refaire les bases. Parce que le club aussi, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, nous sommes à l'université, donc à l'université on se dit des choses comme elles sont. C'est qu'aujourd'hui aussi, il y a un défaut de management. On ne comprend pas comment manager un club, on ne comprend pas comment faire le business d'un club. L'AS Pikine, le Casa Sport, la Ligue de Saint-Louis, les grands clubs qui ont des géographies, qui ont des régions attachées à elles, ne peuvent pas ne pas avoir de moyens. Si les gens qui y sont travaillent et savent faire le travail normal. Aujourd'hui, l'AS Pikine, 150 000 maisons. Je leur dis que la première question que je vous ai posée, c'est que, ok, moi, qui vous connaît? Pikine ne connaît pas l'AS Pikine. Le Pikinois ne connaît pas les joueurs de l'AS Pikine. C'est un travail de marketing. Ils n'ont pas de photos, ils n'ont pas travaillé à entrer dans la société, faire du merchandising. Aujourd'hui, quand l'AS Pikine joue, toute la ville de Pikine devrait se lever parce que c'est le marketing que la lutte a fait, que le football n'a pas fait. Par exemple, les écuries de lutte ont fait plus de marketing que le football. Et c'est pourquoi, quand Ama Baldé sort à Pikine, il devient plus populaire que quand le bus de l'AS Pikine sort. C'est important à savoir que c'est du travail de marketing. Ce n'est pas attendre l'État, il faut travailler. Et je pense que ça c'est bon pour tout le monde. Je donne l'exemple de l'AS Pikine parce que tout simplement, c'est un exemple que j'ai vécu et j'ai travaillé avec eux. Je crois qu'il est important qu'on refonde les bases. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ce que j'ai appris avec monsieur... c'est important que les gens comprennent que le sport est une économie, qu'on ne peut pas seulement avoir l'amour du sport et seulement être un dirigeant. On peut être un grand supporter, mais pour diriger un club, il faut savoir avoir les capacités de le faire, savoir faire le travail de marketing qu'il faut, savoir vendre son produit,
poser les jalons d'un grand business pour qu'il y ait des répondants. Et je pense que c'est très important. Et c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, nous consommons le football européen parce qu'ils savent le vendre. Nous consommons la Liga, nous consommons aujourd'hui, nous tous, nous avons des fans clubs de Barça chez moi, des fans clubs du Real Madrid. Pas Barça. C'est pour les 20 clubs de la Liga. Moi, je suis pour le Real, au cas où vous voulez savoir. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'on nous a vendu un produit qu'ils ont bien vendu. Aujourd'hui, nous devons reprendre les choses et trouver les moyens de vendre nos produits pour qu'il y ait une valeur numérique. Et que je pense que c'est un système de ça. Bon, on va faire les questions juste après, ça va. On termine juste par rapport avec des solutions. On veut des solutions concrètes. Quels sont pour vous les impératifs? Parce que dans 2 ans, il y a les JOJ. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Quelles sont les solutions maintenant à mettre en place pour que, voilà, on se dise maintenant, ben, on a lancé la machine. On a lancé la machine, on a pris conscience des problèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer? Aliou est là. On essaye. Si ça arrive à interagir. C'est bon pour les balles. C'est bon. Ça marche ou pas? Non, ça marche toujours pas. Bon. Moi, je vous ai bien écouté, que ce soit Novo, que ce soit quoi, qui est par rapport à l'état du lieu, la volonté des clubs, voilà, le besoin de se former. Effectivement, être dirigeant, c'est une chose, mais avoir aussi un team autour de soi pour bien dérouler sa stratégie, c'est important. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on veut sauter une étape. Parce que dans la vie, comme dans toute chose, il y a des préalables. Lorsque vous parliez de l'ASP King, moi, je peux vous dire que pourtant, l'ASP King remplit en termes de football. Mais quand vous êtes dans un stade qui fait 2000 places, en billetterie, ça vous donne quoi comme revenu? Couverte 1000 francs, découverte 500. Donc, je veux dire, il y a des réalités sur lesquelles on ne peut pas faire abstraction, on ne peut pas faire abstraction de certaines réalités de nos pays. Donc aujourd'hui, qu'on veuille indexer du doigt le dirigeant, certes, je suis d'accord, je pense que tous les clubs sont conscients de certaines choses, l'image, les réseaux sociaux, le merchandising, le sponsoring, il faut aller démarcher, il faut être agressif, il faut aller chercher. Mais il y a des choses, je pense que pour les mettre en place, il faut une volonté globale. Parce que le club n'existe pas de son propre chef. Il y a une ligue professionnelle qui aujourd'hui accuse un déficit de plus de 300 millions à l'entame de la saison 2019-2020, qui ne peut pas payer ses arbitres, qui est obligé de chercher en fait des terrains à l'intérieur, parce qu'il y a aussi cette question de la mobilité. Un supporter qui a envie de quitter Diamniadio pour aller à Yarema Guédiouaï, le temps que ça lui prend pour regarder le match, de faire des allers-retours, je veux dire, il faut qu'on ait une vision globale avant tout. Et cette vision globale-là, on ne peut pas en sortir l'État. Il faut absolument qu'il y ait un travail fait à ce niveau-là. La RTS diffuse les matchs, mais gratuitement. À un moment donné, elle avait décidé de ne plus diffuser les matchs de Ligue 1, parce que non seulement ça lui coûtait de l'argent en termes de production, mais qu'en retour, elle n'avait pas de revenus. Donc, à un moment donné, cette idée, elle est superbe, celle de vouloir que l'État mette de l'argent pour acheter des droits et permettre à peut-être une majorité de la population de regarder les matchs. Mais est-ce que l'État a eu cette idée? Je ne pense pas. L'État va acheter les droits pour la CAN, peut-être la Coupe du Monde, si le Sénégal participe. Mais pour les clubs, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Il y a eu une sorte de contrat qui a été lié avec StarTimes, une société chinoise, qui devait permettre à la Ligue d'engranger presque 10 milliards, je pense, sur 10 ans, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Et finalement, bon, la société n'a jamais pu diffuser parce qu'il y avait des problèmes élevés. Ils n'ont pas reçu d'autorisation. Donc aujourd'hui, même si la Ligue veut chercher des partenaires, l'État quand même intervient à un moment ou à un autre pour valider. Donc pour moi, il faut qu'il y ait une triptyque entre les clubs, l'État et peut-être les dirigeants.
Donc les solutions, aujourd'hui, on compte sur l'État. Le stade olympique, on ne peut pas pour les JOJ, c'est l'État qui va le financer. C'est l'État qui finance déjà tout. L'État finance tout à AS Compagnie, c'est l'État, c'est le stade là, c'est l'État. Demba Diop, c'est l'État. Le stade de Bourg, c'est l'État. Mais c'est l'État qui a tout fait. C'est là où on dit que, bon. C'est ça, l'État a déjà tout fait. Bien que ça soit suffisant. Moi j'ai une question. Parce que vous dites que l'État a déjà tout fait. Mais est-ce qu'il l'a bien fait? Par exemple, non, c'est pas encore suffisant. Ce que je veux dire, c'est que la responsabilité, il ne faut pas fuir devant ses responsabilités. Il faut dire que l'État a beaucoup fait, il en reste beaucoup à faire. Je suis parfaitement d'accord. Mais aujourd'hui, la plus grosse responsabilité doit venir from in to out, c'est-à-dire que de l'intérieur des clubs vers la responsabilité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu à changer de paradigme. Comme je disais, parce que j'ai ouvert ma parole, en disant qu'il faut changer de façon de voir. Lorsque le sport était seulement un jeu, un loisir, qui est totalement du ressort de l'État, qui n'était pas un business, que personne n'y gagnait. Ça, c'était totalement en charge de l'État. Tout c'était en charge de l'État. Aujourd'hui, les gens gagnent de l'argent. Le dirigeant essaie de gagner de l'argent parce que vous avez énuméré toutes ces ressources, mais aussi la plus grosse ressource, c'est les transactions des joueurs. C'est la transaction des joueurs. Si tu vends un joueur, tu peux avoir quand même suffisamment de fonds pour au moins fonctionner pendant un certain temps. Je ne blâme personne, mais je veux qu'on se partage des responsabilités. Une grande responsabilité vient des sportifs et du monde sportif, du business sportif, qui doit refaire un plan sportif, donc un business plan pour que l'État puisse les accompagner. Moi, je suis d'avis que je suis prêt à porter le projet. Chaque grand club, un terrain de sport. Que l'État travaille à aider les clubs à avoir des terrains. Mais c'est à eux de chercher des financements et de construire s'ils veulent construire le terrain exister. Nous, on ne peut pas construire tous les terrains qu'ils veulent. On peut construire à Espikin si vous le voulez, vous le partagez. On peut construire un terrain à Bourg, vous voulez, vous le partagez. Mais on ne peut pas construire un terrain pour chaque club. C'est pas possible. Non, je pense que la mise à disposition du terrain, ce serait déjà un... Voilà, ça, je pense que c'est une excellente idée sur laquelle on pourrait quand même travailler. Je pense que il y a deux points là qui se rejoignent. Je pense la faute est partagée. Je le dis, la faute est partagée tant des clubs, tant que l'État, et qui peut même être possible aussi, enfin qui peuvent aider aussi les autres fédérations. Exemple. Je vais prendre un exemple des deux côtés. Un exemple des clubs, un exemple de l'État. Si l'État investit dans un nouveau stade, il n'est pas obligé d'investir dans un stade qui est que lié au football. Il peut faire un stade multisport. Mais ce n'est pas juste dire c'est un stade multisport, mais c'est aussi un lieu de vie. Donc dans le stade, on n'est pas obligé de mettre que des gradins, on peut mettre un centre commercial. Ça veut dire que le stade, il n'est pas juste rentable le jour de match, mais toute la semaine. Et si dans mon stade, je ne mettrais pas un gymnase pour le taekwondo, par exemple, ça veut dire que la fédération de taekwondo, elle va dire à l'État, mais moi, j'ai plus de loyer à payer. Donc en fait, là, c'est des coûts en moins. Mais l'État va gagner de l'argent après derrière. Vous voyez? Et aussi faire participer donc, la vie de communauté, comme vous dites de la AS Pikin. Pikin doit être fier de son stade. De se dire, ben voilà, je vais au stade, non forcément pour juste voir la AS Pikin, mais peut-être voir ma championne nationale de taekwondo qui joue là-bas, ou mon équipe nationale de basket. Mais aussi de dire, ben, regardez, là par exemple, ben, on peut aller au marché, au stade. C'est super important. Donc là, l'État, se dire que voilà, je ne vais pas juste investir dans quelque chose qui va profiter à un sport, mais à tout le monde, tant la collectivité que les sportifs. Sur le côté des clubs et de la ligue, il y a quelque chose qui a été lancé il y a 3-4 ans, qui est assez innovant et qui est facile à mettre en place. Ça s'appelle un OTT. Un OTT, c'est over the top. Donc c'est très simple. C'est tout le monde ici a un smartphone. Tout le monde ici a Internet.
Tout le monde ici connaît Netflix. Tout le monde à la maison regarde Netflix à la maison tranquillement. Voilà. Une fédération ou une ligue se dit, moi je vais créer mon application qui va retransmettre les matchs sur le smartphone et on va demander juste les gens, bah, si vous regardez nos matchs, bah, vous payez. Mais c'est difficile d'aller demander à un Sénégalais d'aller acheter le poste Canal+ qui est hors prix, mais je peux vous mettre ma main coupée et vous demander à un Sénégalais qui va regarder Live Speaking et vous dire, juste pour regarder Live Speaking, c'est 10 francs, qui peut débiter d'Orange Money, il va le faire directement. Mais directement. Alors, on va à une étape supérieure, c'est-à-dire, vous ne voulez pas regarder juste Live Speaking, mais tout le championnat. Ah ben c'est 1000 francs par mois, débité d'Orange Money. Tous les lundis, je peux vous assurer que le Sénégalais moyen va mettre ses billes. Absolument. Et ça coûte rien du tout. Vous n'avez pas besoin d'État, c'est juste de l'innovation. C'est juste aller dans les universités et aller dire aux jeunes, moi j'ai besoin d'une application, vous êtes des talents, faites-moi mon application. À la fin de l'année, croyez-moi que dans la caisse des clubs, il y aura de l'argent. Et ça fonctionne tant pour le football, mais ça peut fonctionner pour les autres fédérations aussi. Vous dites à une fédération de karaté, ben, moi, par exemple, moi j'ai mon enfant qui fait du karaté, j'ai pas le temps d'aller la voir tous les dimanches ou à ses entraînements. Je dis à la fédération, ben, trouvez-moi un moyen, j'ai mon smartphone. Ben, vous dites à la fédération, ben, ok, je vais mettre une caméra, tout simplement. Et de chez toi, quand tu vas faire ton mafé, tu mets ton téléphone et je regarde ma fille faire du taekwondo, ou du karaté, ou du basket. C'est des choses simples. C'est ça que, entre guillemets, il ne faut pas. Voilà, c'est se dire des solutions, il y en a. Surtout en Afrique, on a un continent qui peut se débrouiller. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer de se dire qu'on peut donner l'exemple à l'Europe. Vous avez une chose qui est extrêmement importante ici en Afrique et que vous sous-estimez, que vous n'avez pas le problème des droits entre les pays. Quelque chose, comme je viens de dire, c'est impossible en Europe parce que les droits entre pays, c'est l'enfer. Mais ici en Afrique, ces droits-là n'existent pas. Donc si maintenant moi, je suis entre guillemets un peu intelligent et je me dis, bon, ok, je vais faire ça pour la Ligue du Sénégal, mais je vais aller après en Côte d'Ivoire et me dire, venez on fait un partenariat et que les Ivoiriens qui sont ici, ben, ils ont aussi accès au championnat ivoirien, mais le Côte d'Ivoire va dire oui. Et si vous faites une plateforme qui va accéder à tous les sports africains sur une même application, mais c'est tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Et là, l'Europe, elle va regarder l'Afrique et va dire, eh mais ils sont intelligents ces gens-là. Vous voyez, donc les solutions, elles sont là. C'est juste qu'il faut à un moment juste lever la tête et se dire, ah, il y a de l'innovation, on va utiliser cette innovation-là. Pas se dire toujours que c'est la faute d'un tel et d'un tel, mais se réunir et se dire, quelles sont les solutions. Et là, mais ça, sur le coup, il faut être d'accord, il faut former ces dirigeants. Parce que moi, je peux avoir ce discours-là à une fédération, mais le dirigeant va me regarder et va dire, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai rien compris, je sais pas ce que c'est. Tu m'as dit OTT, moi je vais boire mon café, je sais pas ce que c'est. Il faut leur faire comprendre, comme vous avez dit, que le sport est un business, que le sport génère de l'argent. Mais il faut aussi former les personnes. Comme tu as dit, il y a le président, mais il y a l'équipe autour. Et l'équipe autour, on va les former grâce à l'IA Business School. Et ces dirigeants-là, il faut leur donner un discours en leur disant, vous investissez, enfin, vous jetez pas de l'argent par la fenêtre. Vous mettez de l'argent pour faire du moyen court terme. Et moi, je vous le dis honnêtement, si maintenant, dans 2 ans, cette application, entre guillemets, parce que le stade, vous l'avez déjà, Dakar Arena, il y est. Cette application, si vous la mettez en place pour les JOJ, il y a tout le monde qui nous a. Tout le monde. Et là, pour être frère du Sénégal, vous serez fiers. Mais je pense qu'on peut terminer sur ça. L'application, là, c'est... Il faut qu'on en parle après. C'est quelque chose. Mais voilà, on va passer au... Si tu veux, moi, juste un petit mot pour dire qu'effectivement, je pense que sur la formation, c'est très important. Mais aussi, il faut aussi... Bon, c'est vrai que voilà, je me mets un peu dans la peau du journaliste pour poser les problèmes aussi. Mais je vois qu'aussi, il y a un nouveau conflit de dirigeants dans ce pays qui émerge. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont à la tête de certaines structures sportives.
qui essaie de mettre des choses en place de manière individuelle. Je peux donner l'exemple de Telier FC, qui travaille non seulement avec une équipe professionnelle, mais qui insiste sur la digitalisation, les informations, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mais pour moi, l'union fait la force. Aujourd'hui, comme je dis, il y a une ligue, il y a une fédération, il y a des entités qui doivent porter des combats et tirer tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que si chacun y va de son côté, pour moi, il n'y aura pas d'impact. Les solutions, certainement, il y en a, des innovations, de la formation, mais pour moi, en fait, c'est un travail d'ensemble et c'est ça qui nous manque un peu dans notre pays, quoi. Chacun y va. Et puis aussi, l'entretien des infrastructures. Pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure, le Stade Arena a servi. C'est pour le basket à la base. Ils vont accueillir un tournoi de boxe. Donc, l'utilisation, l'usage de l'infrastructure au-delà voilà, des événements ponctuels, ça aussi c'est très important parce qu'on voit dans les pays africains souvent qui ont accueilli des cannes, après l'événement, le stade est mal entretenu. C'est sûr. On ne doit pas créer des éléphants blancs, ça c'est sûr. Bon, on va passer aux questions. Attendez, je vais regarder. S'il vous plaît. Et merci pour l'intervention. Le sport que je pratique, malheureusement, il n'y a pas de sponsor. Hélas, mon fils ne le pratiquera jamais. Mais mon fils, je lui dis d'aller faire du football. En passant, je salue Baké, que je viens de voir pour la première fois. Moi, je me nomme Souleymane Badiallo, ancien capitaine des Lions du Sénégal.